Très bien, mesdames, messieurs, il est 19 heures. Nous allons débuter ce dernier conseil de l'année. Donc, je vous souhaite évidemment à tous la bienvenue, ainsi qu'aux pèlerinais présents dans la salle, à la pèlerinaise présente dans la salle, et ainsi qu'à tous les pèlerinais derrière leur petit écran. On va commencer par l'appel des conseillers. François de Laujardière, il est présent. Cécile Mériadec. Présent. Paul Brunet. Présent. Marie-Christine Curodo. Pascal Monnier. Présent. Brigitte Doucet. Présent. Jean-Luc Billan. Présent. Valérie Lallemand. Philippe Berthoud. Présent. Patrick Gavouillère. Monique Serrault. Patricia Tellier. Jean-Luc Lécuyer. Jackie Plénaud. Alain Lecause. Sylvia Brizard a donné procuration à Patricia Tellier. Thibaut Goupil. Adélaïde Fouage a donné procuration à M. Goupil. Thomas Lecam. Virginie Merlet. Mathilde Carrefour a donné pouvoir à Mme Mériadec. Jean-Michel Moussu. Christian Dréan. Emmanuel Labarre. Nicolas Lécureuil. Anne Pérez a donné pouvoir à M. Labarre. Christelle Dellerue. Jean-Luc Michonneau. Françoise Paquet. C'est parfait. Donc pour ce dernier conseil, le secrétaire de séance sera Jackie Plénaud. Je le remercie d'occuper cette tâche. Donc on va commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des commentaires sur ce PV? S'il n'y en a pas, écoutez, nous allons mettre au vote. Qui est pour l'approbation du procès-verbal de la séance précédente? Voilà, unanimité. Écoutez, je vous remercie. Je vais vous citer l'ordre du jour. Donc, nous allons commencer par les comptes rendus des décisions prises par le maire. Une grosse page finances et ressources humaines, donc l'autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2024, le versement d'acompte sur subvention au CCAS avant le vote du budget primitif 2024, la fixation des tarifs d'occupation du domaine public pour l'année 2024, la modification de la délibération 2023-30 du 10 mai 2023 relative à l'indemnité de fonction des conseillers municipaux, la présentation du rapport social unique 2022, la modification, donc abroge et remplace la délib 2022-81 du 12 décembre 2022 relative au compte épargne-temps, indemnisation et droit d'option. Ensuite, la modification du tableau des effectifs, la convention d'utilisation des équipements sportifs par le collège Pierre et Marie Curie et son association sportive. Une petite page petite enfance, enfance-jeunesse, l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs pluriannuels entre la commune du Pèlerin et l'association The Serious Road Trip. Après, une page vie économique tourisme avec l'ouverture des commerces le dimanche en 2024. Donc, ça sera un avis du conseil municipal. Et enfin, Nantes Métropole, donc la transition écologique, la modalité de consultation publique sur les zones d'accélération des énergies renouvelables sur la ville du Pèlerin. Et enfin, donc le rapport annuel 2022 de Nantes Métropole Aménagement. Et bien sûr, les questions et informations diverses. Avant de passer à la première décision du maire, juste une information. On a reçu en fin de semaine dernière donc la population légale au 1er janvier 2024. Donc la population du Pèlerin s'élève à 5578 habitants. L'année dernière, nous étions à 5469. Voilà. Alors, première... Oui. Il s'agit bien d'une population administrative, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à la réalité, à un recensement. C'est uniquement pour servir de base au calcul de l'indemnité. Voilà. C'est en fait, ils tiennent compte du recensement qui a été fait il y a quelques années, et après, ils mettent un coefficient. Donc là, le coefficient, c'était 2%. Là. Ils ont pris 2%. Merci.
Première décision du maire, donc elle concerne le marché de travaux pour la construction d'un centre technique municipal, le fameux lot numéro 13 qui n'y a pas trouvé preneur. Donc là, l'ensemble des lots du marché des travaux de construction du centre technique municipal, à l'exception du lot 13 déclaré infructueux. Donc, considérant que la collectivité a procédé à une consultation sous forme de procédure adaptée pour permettre l'attribution du lot 13 de plomberie, sanitaire, ventilation, chauffage. Donc, l'entreprise désignée est Lucas Thermie, donc à Haute-Goulême, pour un montant hors taxe de 165 000 €, soit 198 000 € TTC. Voilà. La deuxième décision du maire concerne le prêt d'un véhicule de type minibus à l'association Voir Ensemble au foyer du Chêne Vert. Donc, Voir Ensemble a émis le souhait d'emprunter le véhicule de type minibus dont dispose la commune le mercredi 6 décembre 2023 de 10h à 17h30. Donc, bien évidemment, il a été prêté. Donc, voilà. Et nous allons commencer donc par là. Ah pardon, Monsieur Michneau. Juste une précision. En commission, vous nous aviez cité 3 décisions du maire, oui. Dont celle qui concernait la subvention à l'ADEME. Est-ce que c'est... Non, alors... Il y a eu une modification, voilà. Non, on en avait parlé, rappelez-vous, en commission, où en fait j'avais dit que cette décision était déjà passée. Et en fait, après recherche, donc on s'est aperçu qu'elle repassait pour la deuxième fois. Donc on l'a enlevée. Mais au conseil précédent, elle était déjà passée pour la même chose. Donc je disais la première délibération qui concerne l'autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2024, présentée par Pascal Monnier. Merci, monsieur le maire. Et je vais en profiter, si vous m'autorisez, de faire un petit rappel par rapport à la commission également Finances et Ressources Humaines du 6 décembre dernier, à laquelle on avait présenté aux commissionnaires une décision modificative du budget communal qui anticipait un besoin de subvention pour le CCAS, pour assurer la paye de décembre. Il avait été indiqué que le montant estimé de 11 500 € pouvait être ajusté avec la finalisation du train de paye de décembre. Et in fine, ce train de paye de décembre connu, l'ajustement du chapitre des dépenses de personnel du CCAS pourra s'effectuer uniquement par une décision modificative du budget du CCAS. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un complément de subvention de la part de la commune. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas la décision modificative qui vous avait été présentée lors de la commission du 6 décembre. J'anticipe peut-être une question de M. Michneau. Donc, la délibération qui concerne l'autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2024. C'est une délibération qui revient tous les ans au mois de décembre, à partir du moment où on a un budget qui est voté après le 1er janvier de l'année, puisque le budget est un acte qui prévoit les dépenses et les recettes pour une année civile. Alors, afin de pouvoir exécuter les dépenses de la section de fonctionnement avant le vote du budget 2024, qui interviendra avant le 15 avril, Monsieur le maire est en droit d'engager, de liquider et de mandater des dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, c'est-à-dire du budget 2023. Le remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget 2024 est également autorisé. En revanche, pour ce qui relève des dépenses de la section d'investissement, il est possible, sur autorisation du conseil municipal, d'engager, de liquider et de mandater dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc au regard du tableau qui vous est présenté, qui reprend les inscriptions budgétaires de 2023, des opérations d'investissement, il en ressort qu'en appliquant 25% de ce qui a été budgété, il est possible d'autoriser Monsieur le maire à pouvoir engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite d'un montant de 520 500 €. La commission finances du 6 décembre 2023 avait donné un avis favorable à l'unanimité. Voilà, monsieur le maire, pour cette délibération. Très bien. Avez-vous des questions sur cette délibération qui revient effectivement tous les ans à peu près à la même époque?
Et s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% du BP 2023, soit 520 571 €, avant l'adoption du budget principal qui devra intervenir au plus tard au 15 avril 2024. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? J'ai pas de carton rouge. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Je crois que ça fait 2 fois que tu me fais un truc. Non, c'est mon aile droite qui va pas. Très bien. Délibération suivante, toujours présentée par Pascal Monnier. Donc, versement d'acompte sur subvention au CCAS avant le vote du budget primitif 2024. Et donc, toujours du fait que notre budget sera voté après le 1er janvier 2024, le centre communal d'action sociale, le CCAS, est donc un établissement public autonome au cœur de l'action sociale de notre territoire. Et l'équilibre budgétaire de son fonctionnement est garanti par une subvention communale. Aussi, afin d'assurer la continuité de son activité avant le vote du budget 2024, qui, je l'ai déjà exprimé, interviendra au plus tard le 15 avril, il est nécessaire de verser des acomptes sur la subvention qui sera adoptée lors de ce budget primitif. Cela permettra au CCAS de pouvoir assurer les payes et les premières dépenses du premier trimestre 2024. C'est pourquoi il vous est demandé d'autoriser le versement d'acompte dans la limite des crédits ouverts au budget primitif 2023, qui était de 98 900 € pour mémoire, et bien évidemment en fonction des besoins réels de la trésorerie du CCAS. L'avis de la commission finances du 6 décembre a été favorable à l'unanimité également. Très bien. Avez-vous des questions également à poser sur ce versement d'acompte au CCAS? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à autoriser le versement d'acompte sur subvention avant le vote du budget primitif 2024 de la ville au CCAS du Pèlerin dans la limite des crédits ouverts au budget de l'année précédente et en fonction des besoins réels de trésorerie. Intégré automatiquement au budget 2024 à l'article 65, 73, 62. Subvention de fonctionnement versée au CCAS. Les acomptes sur subvention versés au Centre communal d'action sociale du Pèlerin. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante. Elle concerne la fixation des tarifs d'occupation du domaine public pour l'année 2024. Elle nous est présentée par Valérie Lallemand. Donc, vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, pour l'occupation du domaine public par les commerçants ainsi que pour la vente de cartes postales, il est nécessaire de fixer des tarifs et de les réévaluer. Donc, pour l'année 2024, la réévaluation d'environ 4% est réalisée selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation constaté sur une année. Ainsi, les tarifs au mètre linéaire d'occupation du domaine public par les commerçants lors du marché d'approvisionnement du samedi, comme vous pouvez le constater sur le tableau, varient de 2 à 20 € avec un minimum de perception de 6 €. Les tarifs d'occupation du domaine public hors marché d'approvisionnement sont également soumis à cette réévaluation. Le nouveau délégataire du marché sera bien sûr informé pour l'application de ces tarifs. Quant au prix de vente des cartes postales aux commerçants, il est fixé à 15 € les 75 cartes, soit 20 centimes la carte. La commission finances ressources humaines du 6 décembre 2023 a donné un avis favorable.
Avez-vous des questions sur cette délibération? Monsieur Michonneau? Oui, c'est plutôt une remarque, parce que vous allez me dire qu'on parle de quelques dizaines de centimes d'euros. Je pense que vous êtes un petit peu fâché avec la règle des arrondis quand même. Juste, je prendrai un exemple. Alors, le posticheur démonstrateur, et il n'y en a probablement pas à tous les marchés, 3,40, vous le faites passer à 3,54 et vous arrondissez directement à 4 euros, ça fait un peu plus de 16% d'augmentation. Il faut effectivement relativiser. Et sur le minimum de perception et l'occupation par une association un samedi, c'est plutôt là où je voulais en venir, on passe de 5,50 à 5,72 et vous arrondissez à 6 euros le mètre linéaire. Donc là, on est à 9 et quelques pourcents, on n'est plus à 4%. Et surtout, je m'interrogeais par rapport à ces 6 euros, parce que je crois que les comités consultatifs qui ont fait des permanences sur 2 ou 3 samedis, on leur a dit qu'ils auraient à payer ces 6 euros. Donc voilà, je m'interroge sur ce choix. J'espère que c'est une mauvaise information qu'on leur a donnée. Non, c'est une mauvaise indication, ça c'est sûr qu'ils n'ont rien à payer. Concernant les arrondis, je suis d'accord avec vous, nous avons fait des arrondis généreux et l'année prochaine, lorsque cette délibération repassera, donc nous serons plus dans des arrondis vraiment beaucoup plus serrés. Je reconnais. Effectivement, sur le budget de la commune, ça va représenter des sommes très très minimes. Ouais. Puis je vous rassure, les cartes postales restent identiques quand même. D'autres interventions sur cette délibération? Écoutez, s'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver les tarifs présentés ci-dessus. Autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer tout document nécessaire. Bah ouais, 2 fois, pourquoi pas. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Cette délibération est donc adoptée. Merci. Délibération suivante, donc elle concerne la modification de la délibération 2023-30 du 10 mai 2023 relative à l'indemnité de fonction des conseillers municipaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait décidé. On s'était trouvé un peu... Enfin, on s'était pas aperçu que lorsque le point d'indice des fonctionnaires augmentait, l'indemnité des élus augmentait du même pourcentage. Nous avons décidé qu'il n'y ait pas que nos indemnités devaient rester à la même hauteur que ceux fixés en juillet au premier conseil, c'est-à-dire en juillet 2020. Donc je vous fais tout ça d'une façon très simple. La délibération qui vous est présentée a pour but de revenir, donc vous avez le tableau, à ce qui a été décidé en 2020. C'est-à-dire, donc vous avez pour les différents, pour le maire, les adjoints, les conseillers municipaux délégués, ainsi que les conseillers municipaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus simple et surtout qui donnera énormément moins de travail au service, parce qu'à chaque fois, il faut remouliner tout ça, et les services passent un petit peu de temps. Donc voilà, c'est une mesure de simplification, et donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que chaque fois, dès qu'il y aura une augmentation de points d'indice, je l'espère pour les fonctionnaires, on reviendra toujours à ce tarif-là. Donc ça a été présenté en commission, et il y a eu, de mémoire, un avis favorable à l'unanimité. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Écoutez, s'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver l'enveloppe financière mensuelle maximale à 10 916,61 € pour le maire et les 8 adjoints. Approuver le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués et des conseillers municipaux comme présenté ci-dessus, dont 15% de majoration au titre des communes anciennement chef-lieu de canton pour le maire et ses adjoints,
et dans la limite de l'enveloppe définie. Inscrire au budget les crédits correspondants. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité, je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, donc elle concerne la présentation du rapport social unique. Donc, ce fameux rapport social unique, je le redis à chaque fois, mais je le redis quand même. Donc, la commune fournit les chiffres, et en fait, c'est le centre de gestion qui mouline tout ça et qui nous renvoie ce rapport, donc que je vous présente. Ce rapport est fait de 5 rapports, donc qui sont parfois redondants. Donc c'est pour ça qu'on a fait une présentation où on a concentré tout ça sur quelques slides. Mais bien entendu, il peut être consulté dans son entièreté en mairie, il n'y a pas de problème. Donc en 2022, nous avions 74 agents employés dans la collectivité au 31 décembre 2022, soit 56 fonctionnaires, 3 contractuels permanents et 15 contractuels non permanents. Il y avait donc un contractuel permanent en CDI. Précision emploi non permanent, donc aucun contractuel non permanent recruté dans le cadre d'un emploi aidé. 93% des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels. Personnel temporaire intervenu en 2022, aucun agent du centre de gestion et aucun intérimaire. On a fait appel à personne. Le petit camembert pour vous dire que 76% sont des fonctionnaires, 4% des contractuels permanents et 20% des contractuels non permanents. Après, le slide suivant, donc présentation du rapport, caractéristiques des agents permanents. Donc vous avez la répartition par filière, donc administrative, technique, culturelle, sportive, médico-sociale, police, incendie, animation. Médico-social, c'est le nom des ATSEM en fait. Donc c'est là-dedans où elles sont mises. Donc vous avez le pourcentage des titulaires, des contractuels. La répartition donc par genre et par statut, donc c'est 2 tiers, 1 tiers. Vous avez 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes. Répartition des agents par catégorie, 78% des agents sont en catégorie C, 14% sont en catégorie B et 8% en catégorie A. Donc après, vous avez les principaux cadres d'emploi, donc je vous laisse regarder, en prendre compte. Et là, c'est bizarre, et là, ils mettent ATSEM, alors que... Bon, slide suivante. Pyramide des âges. Donc, en moyenne, les agents de la collectivité ont 45 ans. Donc, alors après, ils regardent de plus près les fonctionnaires 45 ans, les contractuels permanents 41 ans, et l'ensemble des permanents fait 45 ans. L'âge moyen des agents non permanents, c'est 40 ans. Bon, après, vous avez la pyramide qui va bien. Je vous la laisse regarder. Temps de travail des agents permanents. Donc la répartition des agents à temps complet ou non complet. Donc il y a 75% de fonctionnaires et 67% de contractuels qui sont à temps complet. Et donc le reste est à temps non complet. Les 3 filières les plus concernées par le temps non complet, donc l'animation pour 50%, technique pour 39%, médico-social, donc ATSEM, pour 13%. Répartition des agents à temps plein ou à temps partiel, donc 76% de fonctionnaires et 100% de contractuels. La part des agents permanents à temps partiel selon le genre, donc vous avez 6% d'hommes, 33% des femmes à temps partiel. Après, vous avez les équivalents temps plein rémunérés. Donc nous avons en 2022 64,78. Allez, on va arrondir à 65 si vous me permettez, monsieur Michel, merci. 65 agents ou équivalents temps plein rémunérés donc sur l'année 2022. Ce qui fait 53% de fonctionnaires, 4% de contractuels permanents et allez, c'est 8% de contractuels non permanents. Donc vous avez les catégories A, B et C. Et donc 2 agents qui sont en disponibilité.
Alors après, vous avez les mouvements. Donc c'est là où j'avais noté un petit quelque chose en commission, mais il faudra le faire remonter au centre de gestion. Hein. En 2022, 24 arrivées, 24 départs. Je suis pas sûr qu'on soit à vérifier quand même. Donc, effectif physique théorique au 31/12/2021, 59 agents. Effectif physique un an après, toujours 59 agents. Donc, la variation des effectifs, donc fonctionnaires plus 1,8%, les contractuels moins 25%, et l'ensemble fait du 0%. Principale cause de départ d'agents permanents, donc c'est les fins de contrat remplaçants, et 13%, ce sont des mutations. Principaux modes d'arrivée d'agents permanents, donc 92%, ce sont des remplacements pour les contractuels, 4% pour mutation et 4% pour contractuels. 4%, en gros, c'est une personne, pour vous donner l'ordre d'idée. Après, vous avez le budget et rémunération. Donc, les charges de personnel représentent 54,8% des dépenses de fonctionnement. Donc vous avez les chiffres, hein, un budget de fonctionnement qui est de 4 690 038. Les charges du personnel sont à 2 569 972 €. La rémunération brute emploi permanent, donc vous avez le détail. Et rémunération des agents sur emploi non permanent, 177 102 €. Après, vous avez la rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents. Donc là, alors vous avez un petit S qui veut dire secret statistique appliqué en dessous de 2 emplois temps plein rémunérés. Bon voilà, je vous laisse regarder ça. Ouais, en fait, c'est-à-dire que quand il y a moins de personnes, ça serait facile de trouver le salaire de la personne, donc c'est pour ça qu'ils mettent le petit secret. Enfin, nous avons la présentation la part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 15,35%. Donc vous avez pour les fonctionnaires 15,50, les contractuels sur emploi permanent 13,57, et l'ensemble fait 15,35. Voilà. Le RIF7 a été mis en place pour les fonctionnaires et pour les contractuels ainsi que le CIA. Les primes ne sont pas maintenues en cas de congé de maladie ordinaire. La collectivité a adhéré au régime général d'assurance chômage pour l'assurance chômage de ses agents contractuels. En 2022, un allocataire a bénéficié de l'indemnisation du chômage. Les absences. Donc en moyenne, un peu plus de 32 jours d'absence pour tout motif médical par fonctionnaire. C'est quand même beaucoup, on va dire. Le taux d'absentéisme, donc vous l'avez, hein, après, compressible, donc c'est maladie ordinaire et accident de travail, c'est 7%. Donc pour les fonctionnaires, 0 pour les contractuels permanents, 6 pour les agents permanents, puis après je vous laisse découvrir le reste. Aucune journée de congé supplémentaire accordée au-delà des congés légaux, donc la journée du maire, tout ça, ça a été renégocié lorsqu'on a fait les 1607 heures, donc il n'y en a plus. 78,8% des agents permanents ayant été absents ont eu au moins un jour de carence prélevé. Accidents de travail. En 2022, nous avons malheureusement eu 5 accidents de travail déclarés. Donc ça fait 5 accidents de travail pour 74 agents en position d'activité au 31 décembre 2022. Et ils ont généré en moyenne 23 jours d'absence consécutifs par accident de travail. Action sociale et protection sociale complémentaire. Donc la collectivité participe au contrat de prévoyance, donc pour un montant de 5 082 €. Et l'action sociale de la collectivité, donc c'est une prestation qui est servie par l'intermédiaire d'une association nationale. Le handicap. Donc seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps plein sont soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6% des effectifs. Au Pèlerin, nous avons donc 6 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent. Donc un travailleur handicapé recruté sur emploi non permanent, 100% sont fonctionnaires
et 100% sont en catégorie C. Après, nous avons la formation. Donc en 2022, un peu plus de 51% des agents permanents ont suivi une formation d'au moins un jour. Donc vous avez, en fonction des catégories, les pourcentages. 23 437 € ont été consacrés à la formation en 2022. Après, vous avez la répartition en fonction des différents organismes. 102 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2022. Vous avez le camembert qui vous donne les catégories. Donc 57% étaient des catégories C, 32% des B et 11% des catégories A. Nombre de jours moyens de formation, ça fait 1,7 jours par agent. Donc, après, on décortique un peu tout ça. Là. Relations sociales, 23 jours de grève recensés en 2022. Donc 23 jours, c'était dû aux événements nationaux et non pas aux événements internes à la mairie. Je le précise quand même. Comité technique territorial, donc 3 réunions en 2022 dans la collectivité. Un assistant de prévention, donc on n'a aucun assistant de prévention désigné dans la collectivité, malgré nos appels. Formation, 25 jours de formation liés à la prévention, donc habilitation et formation obligatoire, pour un coût total de 2 767 €. Donc principalement, c'est les services techniques avec toutes les habilitations électriques et également pour pouvoir se servir des nacelles et autres. La collectivité a effectué des dépenses en faveur de la prévention, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail pour 2 782 €. Et j'en ai fini. Donc, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce RSU? Donc, c'est notamment pour les mouvements. Bon, ce rapport social nous donne un petit peu le tournis. Il y a énormément de chiffres avec lesquels il est difficile de faire une synthèse vraiment constructive. Ouais. Quelle action retirez-vous au regard surtout du turnover important en restant uniquement sur ce point-là? Là, on entend très mal. Là, ça ronronne. Là. Alors, crie si tu veux. Je vais tout répéter. Donc, c'est sur les mouvements. Donc, ce rapport social nous donne le tournis. Énormément de chiffres avec lesquels il est difficile de faire une synthèse constructive, parce que c'est surtout des constatations. Hein. Quelle action en retirez-vous donc au regard du turnover important, si les chiffres sont justes, hein, vous aviez l'air d'en douter, en restant donc uniquement sur ce point. Merci. Oui. Alors le turnover important, donc il faut relativiser, c'est principalement dû aux animateurs qui font l'enfance jeunesse, où en fait, rappelez-vous, hein, on les embauche au mois d'août et puis on les débauche un petit peu après les vacances. Donc c'est ça qui fait le turnover. Ce qu'il faut regarder, c'était je n'ai plus, il y avait une personne simplement. Donc je ne sais plus où c'est. Donc il y avait simplement une personne par mutation et une autre par je ne sais plus pourquoi. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Le gros, c'est uniquement parce qu'en fait les animateurs donc sont débauchés, on les garde pas pour sur la période estivale. Voilà. C'est ça qui fait le gros truc. Oui. Oui, mais j'essaye de retrouver mon truc quand même. Mais bon, j'arrive après. Allez, Madame Delru, je vous écoute. Moi, c'était par rapport à... Vous m'entendez bien? Ouais, c'était par rapport à la formation. Oui. Donc, il y avait 50,8 qui part en formation, donc ça veut dire quand même presque la moitié qui ne partent pas. Donc ça, c'était le premier constat. Et puis, du coup, il y a 1,7 jour de formation par agent, donc c'est peu. On avait notamment parlé en commission enfance jeunesse de la formation des agents qui sont auprès des enfants. Qu'en est-il, voilà, qu'est-ce qui explique qu'on a moins de jours de formation que l'année dernière? Est-ce que c'est moins de demandes? Est-ce que
Voilà, c'est peu. Et est-ce qu'on a une explication si c'est encore moins que l'année dernière? Alors, c'est que les choses soient claires. Il n'y a aucun barrage au niveau du DGS ou de moi-même pour que les gens partent en formation. S'il y a peu de demandes, c'est que les agents ne demandent pas. Et on est obligé même de forcer, le mot est peut-être dur, mais d'insister auprès des agents pour qu'ils partent en formation. Voilà. Après, on ne peut pas non plus, c'est sur la base du volontariat, on ne peut pas les inscrire. Et puis, voilà. Mais il n'y a aucun barrage pour qu'ils partent en formation, bien au contraire. Bien au contraire. Ouais. Mais bon. Non. Moi, j'ai rien fait. Hein. Je vous ai pas coupé le micro. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup, effectivement, je me doute bien que c'était pas un barrage, mais enfin voilà, c'est l'incitation effectivement à partir tout au long de la carrière, parce qu'on voit que c'est beaucoup de catégories C. Donc en plus, c'est dommage s'ils partent pas en formation. Et j'avais juste une petite remarque, même si dans l'ENS, effectivement, on a une analyse, ce serait peut-être intéressant que le centre de gestion puisse nous rappeler à chaque fois les chiffres 2021 dans le rapport pour qu'on puisse... c'est souvent ce qui est fait dans les rapports sociaux voilà, pour les collectivités. C'est intéressant d'avoir les deux chiffres en parallèle dans le rapport, même si on a l'analyse effectivement dans l'ENS, mais je trouverais ça intéressant de l'avoir dans le rapport. Et puis là, avant Madame Paquet, je parle sous le contrôle du DGS, mais je crois que pour les fonctionnaires, pour pouvoir passer à vous, ils sont obligés d'avoir un certain nombre de formations. Donc c'est pour ça, et même ça, on n'arrive pas à les faire partir en formation. Madame Paquet, je vous écoute. Oui, je vais poursuivre sur la question de la formation. Du coup, j'ai deux interrogations suite à les différentes interventions. Y a-t-il un plan de formation à la commune du Pèlerin pour les agents, et y a-t-il un vrai projet de formation en intra ou en union avec les communes d'à côté? Parce qu'on sait que pour beaucoup d'agents, ce qui est compliqué, c'est de partir loin en formation. C'est un véritable frein pour pas mal de personnes. Et quand les formations sont organisées à proximité de leur lieu de travail, eh ben, ça marche beaucoup mieux. Donc je voulais savoir si la commune avait entamé cette réflexion avec les communes voisines pour proposer des formations en union et de proximité. Ça, c'était ma première question. Et la seconde, il n'y a pas d'assistant de prévention. Combien y a-t-il d'agents formés aux sauveteurs secouristes du travail? Parce que c'est quand même aussi très important dans la prévention contre les accidents du travail, dans la formation, et peut-être aboutir à avoir enfin un assistant de prévention. Très bien. Donc, pour le plan de formation, effectivement, il y a un plan de formation qui est fait donc chaque année, et il part des entretiens individuels de chaque personne. C'est-à-dire que c'est lors de l'entretien individuel, donc le chef de service propose soit des formations, ou alors c'est la personne qui demande des formations. Et c'est remonté par ce biais-là. Donc ça, c'est la remontée la plus importante. Après, bien évidemment, tout au long de l'année, si un besoin de formation se fait sentir, il n'y a pas de problème, on est sur on prend la formation. Concernant donc l'assistant de formation, de prévention, donc ça, on en parle régulièrement en CST. Là, on devrait alors, il y a des formations pour les secouristes du travail, principalement dans les cuisines, mais il y en a aussi en mairie. Tous les agents, ou la plupart, sont formés au maniement des extincteurs. Et on devrait, c'est ce qui a été proposé au dernier CST, c'est qu'on fasse un exercice incendie donc en mairie, pour commencer à voir un petit peu comment cela peut se passer. Et donc, il y a des formations qui ont été faites, je pense, pour être CERFIL et ainsi de suite. Après, sur votre première question, qui était de mutualiser un petit peu les formations avec les communes avoisinantes, donc ça, on l'a fait sur ces 7 années, je crois, sur les formations du CST.
donc, où les gens étaient, de mémoire, c'est Saint-Jean-de-Boiseau. La plupart des formations étaient Saint-Jean-de-Boiseau. Mais par contre, il y a des formations où on ne peut pas. Là, il y a quelqu'un qui a demandé, j'ai vu son entretien individuel, qui a demandé une formation, et la formation est à Vannes, sur 3 jours. Donc là... Mais autrement, on essaye effectivement que ça reste dans la région, parce que vous le dites bien. Si c'est trop loin, après, les gens ne le veulent pas. Voilà. Et on essaye à chaque fois de regarder. Le DGS demande si telle commune prend telle formation pour essayer que ça soit au Pèlerin, enfin dans Saint-Jean-de-Boiseau ou aux communes avoisinantes. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très bien que les agents puissent exprimer leurs besoins. Ça fait partie effectivement des attendus lors de l'entretien professionnel. Mais pour autant, je pense que la collectivité, elle a une responsabilité à être volontaire et volontariste pour proposer des formations, parce que c'est aussi en montant en compétences, en montrant que la commune souhaite que ses agents se forment, que les agents vont monter en compétences et que le service rendu, la prévention des risques sera aussi plus importante. Ça doit être la convergence des deux, selon moi. Ouais. Mais vous avez entièrement d'accord. Donc là, c'était la première étape. De la fusée. C'était effectivement au niveau de l'entretien individuel. Et après, vous avez la seconde étape qui est le DGS et le maire, où là, on peut rajouter, selon rajouter des formations. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille en cuisine. Donc, elle a demandé 2 formations. Donc, j'en ai rajouté, moi, une 3e. Voilà, parce qu'en fait, ça me semblait nécessaire qu'elle ait cette formation. Donc, je vous dis, on est quand même... c'est pas quand même, nous sommes très ouverts sur la formation. Il n'y a aucun blocage. Et au contraire, moi, je suis pour que les gens soient formés. Si les gens sont formés, il y a quand même moins de soucis derrière. Monsieur Gabouillère. Il y a une statistique qu'il serait intéressant d'avoir, même si ce n'est pas exigé par la présentation du document, c'est l'évolution du personnel, globalement, agents contractuels et autres, sur une dizaine d'années, en équivalent temps plein. Je vois que là, pour un effectif de 74 personnes, nous avons 64 équivalents temps plein. Ce serait intéressant de voir, et je pense que c'est le cas, mais je n'ai pas le chiffre, je pense qu'il y a une dizaine d'années, de mémoire, on était à 54 équivalents temps plein. Ce qui veut dire que durant les 2 mandats, nous avons bien suivi la progression de l'évolution de la population. Et qu'on continue à assurer un service optimum aux habitants. Voilà. Okay. Par le biais du nombre d'agents. Ok, on va vous sortir je pense qu'il y a le DGS opine du chef, donc c'est bon, ça doit être faisable, je pense. D'autres questions sur... Oui, monsieur Michneau. Je vais reprendre certaines données générales. Alors, il n'y a pas de surprise dans le document que vous nous avez présenté. Presque au mot près, on aurait pu reprendre nos propos de l'année dernière. L'année dernière, l'agent moyen était une femme de 43 ans. Là, elle en a 45. Bon, ça dépend des dates de naissance. Par contre, c'est toujours catégorisé. Et ce taux-là est en augmentation. Vous nous avez dit 78%, je crois. L'année dernière, on était à 60... alors, je vais reprendre mes chiffres. On était à 68. Ça ne me paraît pas aller dans le bon sens. Alors, je suis d'accord avec vous, on doit avoir des postes. Là, actuellement, nous avons des postes qui sont occupés par des catégories C, mais qui devraient être B. Donc, ces gens-là passent les concours, et puis on attend les résultats. Mais non. Et l'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est les salaires. On dit toujours que les fonctionnaires sont des nantis. Le salaire moyen pour un titulaire au Pèlerin, c'est 25 757, vous nous l'avez dit, et pour un contractuel, 24 396. Si on enlève les 15,35% qui sont le régime indemnitaire, ça ramène le salaire de base à 1720 d'un côté et 1816 de l'autre. Le SMIC au 1er janvier va passer à 1766 et des brouettes. Les salaires de base des fonctionnaires sont loin d'atteindre les sommets et on est sur une moyenne.
Voilà, donc ça donne un peu de sens à la question orale qu'on posera tout à l'heure. Oui. Oui. Très bien. D'autres questions? Écoutez, je crois qu'il faut prendre acte simplement du rapport. Donc après la délibération suivante, ça concerne également... Donc c'est la modification de la délibération 2022-81 du 12 décembre 2022 relative au compte épargne-temps, indemnisation et droit d'option. Donc là, c'est quelque chose qu'on a regardé avec le CST. Donc je vais vous lire parce que pour les personnes qui nous écoutent, à mon avis, il faut que ça soit très clair. Donc le compte épargne-temps, ce qu'on appelle le CET, a été mis en place au sein de la collectivité en 2011. Un agent qui n'aurait pas pris tous ses jours de congé ou de RTT au 31 décembre de l'année peut épargner sur son compte épargne-temps les jours non utilisés, et ceci dans la limite des 60 jours. En l'absence de délibération prévoyant l'indemnisation ou la conversion en points de retraite complémentaire, les jours épargnés sur CET ne pouvaient être pris que sous forme de congé. Suite à la délibération 2019 du 47 du 17 juin 2019, lorsqu'un agent n'avait pas pris ses jours comptabilisés au-delà de 15 jours sous forme de congé, il pouvait demander qu'il soit indemnisé et ou converti en points de retraite complémentaires. Considérant la nécessité pour un agent de poser des congés afin de couper du travail pour réduire le stress, prévenir l'épuisement professionnel et favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et dans un souci de maîtrise budgétaire, la délibération 2022-81 du 12 décembre 2022 a limité le nombre de jours indemnisables, soit 5 jours pour les agents de catégorie A, 7 jours pour les agents de catégorie B et 9 jours pour les agents de catégorie C. Aujourd'hui, la commune doit de nouveau délibérer suite à la revalorisation de la rémunération du CET au 1er janvier 2024, car la délibération actuelle fixe des montants par jour et par catégorie d'agents, mais ne prévoit pas que les montants de l'indemnisation applicables sont ceux prévus par la réglementation en vigueur au moment de l'utilisation du CET. D'autre part, la délibération elle n'a donné lieu à aucune remarque de la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités. Il n'en reste pas moins que si la commune a le choix de décider de rémunérer ou non les jours de CET, elle ne peut en revanche en limiter le nombre. Bien qu'une majorité de collectivités n'ait pas instauré le droit d'option au titre du CET, la commune du Pèlerin souhaite continuer de permettre à ses agents qui disposent d'un CET de choisir le mode d'utilisation des jours épargnés à partir du 16e jour. Et après, vous avez le maintien des jours épargnés ou la transformation en points. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une délibération qui a été faite, donc prévoyant que lorsque l'agent avait au moins 16 jours, c'est 16 ou 15, je me souviens jamais, 16 jours sur son compte épargne-temps, lorsqu'il reprenait quelques jours, il pouvait se les faire payer. Donc ça, c'était une chose qui était instaurée. Voilà. On a eu, sur une année, on a eu un agent qui a retiré beaucoup de jours. Donc ça nous a contraints budgétairement. Donc c'est pour ça qu'on a pris une délibération pour dire on reste sur le même principe, mais par contre, on limite pour les C, les A et les B un nombre de jours. Cette délibération est passée à la préfecture au contrôle de légalité. Tout ça s'est passé, on aurait pu en rester là. Sauf que les montants ont changé, donc on doit redélibérer. Alors après, il y a deux solutions. C'est soit, et on a réfléchi quand même, soit je laissais filer en disant j'ai rien vu et puis on laisse abaisser comme ça, ou alors on se met pile poil dans la loi et après c'est binaire, c'est soit j'autorise, soit je refuse. C'est voilà, nous on avait pris un choix intermédiaire qui n'est pas prévu malheureusement, mais qui satisfaisait tout le monde. Donc écoutez, on est revenu donc sur le fait que tout le monde peut reprendre se faire payer ses jours supplémentaires qui sont sur le CET.
La discussion a eu lieu en CST, en commission sociale, et on leur a dit, par contre, il faut que vous soyez adultes, si je puis dire, sur ça, ne pas tout prendre, parce qu'on avait fait, je crois qu'on avait parlé en commission, si tout le monde prenait, ça nous faisait 14 004 € précisément à débourser. Donc 14 000 € pour nous, communes, c'est quelque chose d'important. Et surtout, donc on l'a conservé, donc ça a été initié par M. Gabouillère, cette affaire, et je crois que c'est une avancée sociale importante, où les gens peuvent donc récupérer, se faire payer leur jour, tout en sachant qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire de ne pas prendre de vacances ni de RTT pour pouvoir se faire payer les jours de CET. Donc c'est ce qui a été mis dans la délibération. Et au dernier CST, donc je leur ai dit que tous les ans à la même époque, donc au dernier CST du mois de décembre, donc on fera le bilan de ça. Et j'ai également demandé qu'à partir du 1er janvier, tous les chefs de service me fassent un pointage, me remontent les RTT prises. Donc dans les 1607 heures, il est prévu qu'ils prennent un jour de congé par mois. Donc il faut qu'ils le prennent, ce jour de RTT par mois. Et également les 20 jours réglementaires de CP. Voilà, à minima. Non, mais il y en a qui ne le font pas. Donc voilà, donc ça c'est ce qui a été vu en CST. Et c'est pour ça donc nous sommes obligés de redélibérer pour que les gens puissent se faire payer leur jour sans problème. Et tout en sachant que la commune du Pélin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est une des rares communes de la métropole à faire ça. Voilà, pour faire simple, si je puis dire. Madame Paquet. Du coup, dans le protocole de temps de travail, c'est pas indiqué le nombre de jours de RTT et de congés obligatoires à prendre? Si. Oui, Si, c'est normal que ce soit si, respecté. Voilà. C'est indiqué, mais voilà. Donc là, maintenant, on va surveiller, on va vérifier. Bon, moi, ce que je me souviens, c'est que lorsque vous aviez présenté cette délibération, pour notre part, on avait trouvé ça assez choquant qu'on limite en se disant les agents, ils vont profiter de la situation. Là, du coup, on revient sur une situation plus correcte de notre point de vue. C'est que soit vous autorisez à ce qu'il soit payé. Bon, bah, maintenant, il n'y a pas de limitation. C'est très bien. C'est très bien que vous le mettiez en place. C'est rare. Il faut aussi le souligner. Donc, c'est une démarche pour laquelle on trouve que c'est une bonne démarche. Pour autant, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'agents ont réellement profité de cette, entre guillemets, profité, hein, Oui. Combien d'agents ont utilisé cette possibilité jusqu'à aujourd'hui? Alors, je peux vous dire pour 2023, parce que je reçois les demandes. À aujourd'hui, j'ai dû en signer 5 ou 6, je crois. Ouais, 5 ou 6. C'est-à-dire des agents qui viennent mettre sur leur CET, qui viennent mettre des jours de CP, de RTT. Oui, mais combien demandent à ce qu'il soit monétisé? À retirer le même nombre, alors, apparemment. D'accord. Bon, c'est donc très Non, peu. Donc le oui. risque pour la commune reste quand même très limité. Oui. Alors, c'est très peu, parce qu'en fait, il faut avoir un certain nombre de jours pour commencer à les retirer. Mais voilà, oui. Bon, très bien, j'ai rien d'autre à rajouter. Bon, je prends vos compliments, Madame Paquet. Je sais. Parce qu'ils sont rares. Et c'est pour ça que je permets de... Très bien. Avez-vous d'autres demandes d'explication sur cette délibération? Écoutez, s'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité, conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'utilisation du compte épargne-temps, d'appliquer le droit d'option aux agents qui disposent d'un CET, aujourd'hui à partir du 16e jour épargné, permettant ainsi le maintien des jours épargnés sur le CET, l'indemnisation forfaitaire des jours épargnés, la monétisation, la transformation en points pour le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Inscrire au budget les crédits correspondants, abroger et remplacer la délibération 2022-81 du 12 décembre 2022 par la présente délibération, en vue de la simplification dans la transmission des pièces justifiées auprès du trésorier public.
Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est unanimité. Cette délibération est donc adoptée et je vous en remercie. Délibération suivante, elle concerne la modification du tableau des effectifs et je laisse la parole à Madame Mériadec. Bonsoir à tous. Donc, les emplois de la commune sont créés, supprimés, modifiés par l'organe délibérant, à savoir le conseil municipal. Il nous appartient donc de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Ce soir, dans un premier temps, nous allons supprimer, je vous propose de supprimer 10 postes dans le cadre de différentes procédures. La première, ce sont les avancements de grade prononcés en 2023 pour 6 agents. Il convient donc de supprimer les 6 postes suivants. 3 postes d'adjoint administratif principal de seconde classe, emploi permanent à temps complet. Un poste d'adjoint technique territorial, emploi permanent à temps complet. Un poste d'ATSEM principal de seconde classe, emploi permanent à temps complet. Et un poste d'adjoint territorial du patrimoine, emploi permanent à temps complet. Ensuite, pour les besoins du service enfance, suite au départ de 2 agents, nous avons réorganisé en interne le travail en attendant de lancer une procédure prochainement pour recruter 2 nouveaux agents. Il convient donc de supprimer un poste d'adjoint technique territorial, emploi permanent à temps non complet, 35e. Dans le cadre de la procédure de recrutement pour un poste d'agent d'entretien des espaces verts, faute de candidature statutaire, nous avons dû avoir recours au recrutement d'un agent contractuel. Le grade du candidat retenu est connu. Il convient donc de supprimer les 2 postes suivants qui avaient été ouverts avant qu'on connaisse le grade de la personne recrutée. Adjoint technique territorial, emploi permanent à temps complet, et adjoint technique principal de première classe, emploi permanent à temps complet. Pour conclure sur les suppressions, en 2014, la collectivité a créé un emploi d'avenir. L'agent recruté a été titularisé au bout de 3 ans. Ce poste figure toujours au tableau des effectifs et n'a pas été pourvu depuis 2017. Il convient donc de le supprimer. Il s'agit d'un emploi d'avenir, emploi non permanent à temps complet. Maintenant, nous allons voir les modifications. Alors, c'est beaucoup service enfance jeunesse, exclusivement d'ailleurs, service enfance jeunesse éducation. Pour les besoins de ce service et afin de respecter les taux d'encadrement sur les temps d'accueil de loisirs, un agent titulaire à temps non complet exerce ses fonctions sur l'ensemble de l'ouverture des accueils de loisirs de l'année scolaire en travaillant tous les mercredis en journée et 1 semaine de vacances scolaires sur 2. Il est ainsi nécessaire d'augmenter le temps de travail de cet agent afin que celui-ci corresponde réellement aux heures effectuées dans l'année et de le porter de 14h23 à 25h. Ça évite les heures complémentaires qu'on avait jusque-là. Il est donc proposé de créer un poste d'adjoint territorial d'animation, emploi permanent à temps non complet de 25-35e. Toujours pour le service enfance-jeunesse, donc, il est proposé d'augmenter le temps de travail de 2 agents à temps non complet. L'augmentation de leur temps de travail étant inférieure à 10%, celle-ci ne nécessite pas l'avis préalable des membres du comité social territorial. Il s'agit d'un agent exerçant les fonctions de référent sur les différents temps périscolaires et extrascolaires sur l'un des 3 établissements primaires de la commune. Il a été titularisé à un temps non complet de 34-35e, alors que les agents qui ont les mêmes missions sur les 2 autres écoles sont à 35 heures. Il est nécessaire donc d'augmenter le temps de travail de cet agent afin d'harmoniser les plannings de travail à mission égale et de le porter de 34 à 35 heures. Il est donc proposé de créer un poste d'adjoint d'animation principale de seconde classe à 35 heures par semaine, emploi permanent à temps complet. Pour les besoins du service enfance, les missions exercées pour la coordination, l'animation et le fonctionnement du Conseil municipal des enfants, CME, étaient partagées entre 2 animateurs. Depuis le départ de la collectivité de l'un d'entre eux, les missions de coordination et d'animation sont exercées par un seul agent.
afin de répartir les charges de travail de l'agent assurant cette coordination un agent de service EJE, enfance, jeunesse, éducation, exerçant ses fonctions à temps non complet, qui peut assurer l'animation et le fonctionnement de cette instance. De plus, compte tenu des effectifs des accueils périscolaires élémentaires et notamment le matin, la présence de 2 animateurs dès l'ouverture est nécessaire. Nous vous proposons donc d'augmenter le temps de travail de cet agent afin que celui-ci corresponde aux besoins de fonctionnement du Conseil municipal des enfants et des accueils périscolaires élémentaires et de le porter de 32h12 à 35h. Il vous est donc proposé de créer un poste d'adjoint territorial d'animation à 35 heures par semaine, emploi permanent à temps complet. Enfin, pour les besoins du service enfance-jeunesse et suite à une demande de disponibilité pour convenance personnelle, une procédure de recrutement est actuellement en cours afin de pouvoir à la vacance de ce poste. Nous supprimerons les postes ouverts qui ne correspondent pas au grade de la personne recrutée, mais pour le moment, nous vous proposons de créer les postes suivants. Un poste d'adjoint territorial d'animation, emploi permanent à temps non complet, 22,75 35e. Un poste d'adjoint d'animation principale de seconde classe, emploi permanent à temps non complet, 22,75 35e. Et un poste d'adjoint territorial principal de première classe, emploi permanent à temps non complet, 22,75 35e. Voilà. Avez-vous des questions? Avis de la commission finances ressources humaines du 6 décembre, favorable. Monsieur le maire. Je vous en prie. Avez-vous des questions sur ce tableau? Oui, monsieur Labarre. Alors ce ne sera pas une question, c'est plutôt une constatation. Vous savez qu'on attache une certaine importance, et ça revient régulièrement dans les débats sur les emplois partiels subis. Et nous constatons là, dans cette délibération, qu'il y a eu une progression, un certain nombre de postes qui sont passés de partiel à temps plein par des réorganisations ou autres. Et donc je ferai comme Madame Paquet, je donnerai un second satisfecit à la majorité, même si on le constate sur les deux derniers postes ou trois, enfin le dernier poste que vous ouvrez qui était à 22 et quelques 35e, voilà, il y a encore j'irais des mauvaises habitudes qui perdurent. Voilà. Donc, pour ma part, je m'abstiendrai sur cette délibération, mais je donne un satisfecit. Voilà. Un encouragement, c'est bien. Nous allons prendre votre encouragement, monsieur Labarre. D'autres questions sur... S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la création des postes susmentionnés, approuver la suppression des postes susmentionnés, modifier le tableau des effectifs, approuver le tableau des effectifs joint en annexe, inscrire au budget les crédits correspondants, autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Les oppositions? Qui est pour? La majorité. OK. Délibération suivante, elle concerne la convention d'utilisation des équipements sportifs par le collège Pierre et Marie Curie et son association sportive. La délibération est présentée par Philippe Berthoud. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Considérant qu'il convient de favoriser l'accès des collèges et de leurs associations sportives aux équipements sportifs pour la pratique de l'éducation physique et sportive au titre des heures obligatoires d'éducation physique et sportive définies par l'éducation nationale, considérant que le département souhaite placer les collégiens au centre de la politique éducative départementale mise en œuvre, considérant qu'une convention type d'utilisation des équipements sportifs par les collèges publics et privés de Loire-Atlantique et leurs associations a été rédigée par le département de la Loire-Atlantique pour les années scolaires 2023-2024 jusqu'à 2025 et 2026, considérant qu'un nouveau barème des aides départementales pour l'utilisation des équipements sportifs est appliqué, les tarifs horaires d'utilisation des équipements sportifs sont les suivants. Donc pour une grande salle dont le plateau d'évolution est supérieur ou égal à 800 m², passe à 12 €. Petite salle ou salle spécialisée à 9 €.
et installations extérieures ou de plein air à 11 €. L'avis de la commission Finances Ressources Humaines du 6 décembre dernier a donné un avis favorable à l'unanimité. Des questions sur cette délibération? La seule chose qu'on peut dire, c'est que les tarifs sont inchangés par rapport à l'année dernière. Nous avons une progression. Voilà. C'était juste pour souligner, c'est tout. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas... Comment? Ah non, c'est le locataire qui fixe le tarif du propriétaire. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la convention d'utilisation des équipements sportifs par le collège Pierre et Marie Curie et son association sportive. Approuver le barème des aides départementales pour l'utilisation des équipements sportifs tel qu'il figure dans la convention. Appliquer le nouveau barème d'aide départementale pour les années scolaires 23-24, 24-25 et 25-26. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, cette délibération est adoptée. Délibération suivante. Donc là, nous passons petite enfance, enfance, jeunesse. C'est l'avenant numéro 1 de la convention d'objectifs pluriannuels entre la commune du Pèlerin et l'association The Serious Road Trip. Madame Mériadec. Donc, la commune du Pèlerin et l'association Serious Road Trip ont mis en place un partenariat depuis de nombreuses années déjà, afin de proposer des actions de sensibilisation de pratique des arts circassiens auprès des écoles publiques. La finalité de ce projet est la découverte de l'univers du cirque à travers des ateliers sur les temps scolaires et des représentations en fin d'année, devant un public. La convention pluriannuelle d'objectifs qui formalise les termes du partenariat arrive à échéance à la fin de l'année 2023-2024. Suite à l'augmentation de ses coûts, l'association sollicite une revalorisation des tarifs horaires à appliquer. Elle nous demande 55 € par heure d'animation contre 50 € actuellement et 17 € par heure de préparation contre 15 € actuellement. Le coût prévisionnel supplémentaire par rapport au tarif actuel est situé aux alentours de 500 € pour une année scolaire complète. 500 € en fonction du nombre de classes que l'on a. C'est plus ou moins juste. Voilà. Avez-vous des questions? C'était un avis favorable à l'unanimité de la commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver les nouveaux tarifs présentés ci-dessus. Autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à la petite enfance, enfance et jeunesse à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, cette délibération est donc adoptée. Vie économique, donc là c'est pareil, toujours à la même époque, cette délibération qui nous est présentée par Valérie Lallemand et qui concerne l'ouverture des commerces le dimanche en 2024. Et on demande l'avis du conseil municipal. Donc depuis 2014, le conseil métropolitain émet chaque année le vœu que les maires autorisent les ouvertures dominicales de commerce en s'appuyant sur 3 principes. Donc une opposition à la généralisation de l'ouverture des commerces le dimanche, une attention particulière au commerce de proximité et un attachement au dialogue social territorial. C'est donc sur la base des accords passés entre les partenaires sociaux du territoire que les communes de la métropole nantaise ont autorisé ces dernières années à ouvrir exceptionnellement certains dimanches pour les commerces, à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés. Et ces dimanches sont le dimanche 24 novembre 2024 pour les commerces donc de centre-ville, de centre-bourg et de quartier, et les dimanches 15 et 22 décembre 2024 pour l'ensemble des commerces, et ceci de 12h à 19h. Sous réserve expresse de l'application stricte de l'accord signé l'année précédente.
La commission vie économique tourisme du 6/12/2023 a donné un avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions sur cette délibération qui ressemble à un marronnier? On sait déjà qui va s'abstenir ou qui va voter contre. Oui, monsieur Gavouillet. Non, tu veux pas prendre la parole? Monsieur Dréan. Bon, ce sera sans surprise aussi. Hein. Oui. J'avais voté contre les années précédentes. Je reste sur ma position et je reste en accord avec moi-même. Eh ben, c'est parfait. Monsieur Michneau. Oui, alors ce sera sans surprise également. Vous avez dit avis favorable à l'unanimité. Je me permettrai d'ajouter à l'unanimité des présents. Ah, ben bien sûr, non, mais comme à chaque fois. Non, et puis, voilà, simplement, simplement pour expliquer que nous allons nous abstenir, oui. y compris un paquet qui est membre de la parce commission. qu'en fait, et qu'on pourrait reprendre les mêmes propos que l'année dernière. Là aussi, c'est toujours un dilemme entre l'intérêt des commerçants, et je suis bien conscient que certains petits commerçants ont besoin de ça pour vivre. On en a échangé, notamment avec Thomas, que je vois opiner du chef. D'autres qui sont des franchises qui ont moins besoin, et puis l'intérêt des salariés. Donc voilà, on s'abstiendra et on fera confiance au bon sens des employeurs pour rémunérer correctement les 10 salariés. Très bien. Donc c'est véritablement un copier-coller de l'année dernière, et je pense que ça sera un copier-coller l'année prochaine. Donc s'il n'y a plus d'intervention, le conseil municipal est invité à émettre un avis à l'ouverture des commerces de détail de la commune du Pèlerin 2023 selon les modalités annoncées. Chose qui va pas. Autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui émet un avis positif sur cette délibération? Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? C'est bon, c'est pris. Qui est contre? C'est bon? Très bien, ben, je vous remercie. Délibération suivante, elle concerne donc la transition écologique. Ce sont les modalités de consultation publique sur les zones d'accélération des énergies renouvelables sur la ville du Pèlerin. Cette délibération est présentée par Thibaut Goupil. Dans une démarche de neutralité carbone qui intègre un objectif de 100% des énergies renouvelables en 2050 et en cohérence avec le plan climat-énergie territorial et la feuille de route énergie renouvelable métropolitaine, la ville du Pèlerin, engagée aux côtés de la métropole, se saisit de la loi d'accélération de production des énergies renouvelables du 10 mars 2023 pour définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. Donc, en application de l'article L 141-5-3 du Code de l'énergie et en application du paragraphe 2-alinéa 2 de ce même article, les communes doivent définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable ainsi que leurs ouvrages dits ZAPER ou à défaut caractériser l'absence de telles zones. Ces zones sont définies par les communes après concertation du public selon les modalités librement déterminées par celles-ci. Donc cette délibération a donc pour but de fixer les dites modalités de la concertation avec le public. Cette loi de la planification territoriale est une disposition importante en remettant les communes au cœur du dispositif afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et de renforcer l'adhésion des projets dans les territoires. Elle prévoit que les communes puissent définir, après concertation des habitants, des zones d'accélération favorables à l'accueil des projets d'énergie renouvelable. Dans ces zones d'accélération, les délais des procédures seront plus précisément encadrés et les projets pourront bénéficier davantage dans les procédures d'appel d'offres afin de faciliter le déploiement donc des bonus, des modulations tarifaires, etc. L'objectif est d'attirer l'implantation des projets sur les emplacements que les collectivités auront jugés les plus opportuns dans leur projet territorial. Les projets situés dans ces zones seront soumis aux mêmes procédures réglementaires et devront prendre en compte systématiquement l'évitement de la consommation d'espaces naturels et agricoles, la compatibilité avec la sensibilité environnementale, patrimoniale et paysagère des espaces et de leur devenir.
Avec l'appui de l'agence d'urbanisme nantaise, Laurent et les services techniques métropolitains, l'ensemble des communes de la métropole élaborent depuis septembre 2023 des propositions de zone. La mise en cohérence des projets de zonage sera débattue en Conseil métropolitain en 2024, conformément aux prescriptions réglementaires. Concernant le pèlerin, une phase de concertation du public sera proposée du lundi 15 janvier 2024 à 9h au 31 janvier 2024, 17h inclus. Cette concertation sera ensuite arrêtée par le référent préfectoral après avis du comité régional de l'énergie. Le dossier de concertation prendra la liste des zones d'accélération localisées sur la commune, accompagnée d'une notice explicative. Seront également accessibles lors de cette consultation le cahier d'accompagnement mis en place par la région Pays de la Loire, par les services de l'État et leurs partenaires appelés notes d'accompagnement. La loi d'accélération de la production des énergies renouvelables du 10 mars, le plan climat-énergie territorial de la métropole et le schéma directeur des énergies de la métropole. L'ensemble des pièces du dossier sera consultable pendant la durée de la concertation, soit en mairie en support papier aux jours et heures habituelles d'ouverture ou en ligne via le site internet de la ville. Le public pourra formuler ses observations et propositions durant la durée de la concertation, soit par courrier électronique à l'adresse suivante concertation@ville-lepèlerin.fr ou sur le registre de concertation ouvert à cet effet et accessible en mairie. À l'issue de la concertation du public, une synthèse des observations et des propositions sera rédigée et les zones d'accélération éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis seront soumises à l'approbation du conseil municipal du 25 mars 2024. Un avis sera un avis sera mis en ligne sur le site internet de la commune et affiché en mairie du Pèlerin 15 jours avant l'ouverture de la participation du public par voie électronique. Très bien, merci Thibault. Donc vous avez là à l'écran, vous avez en fait des cartographies qui ont été présentées qui ont été faites et présentées par la métropole. Donc on va les regarder. Donc concernant l'éolien, donc ils l'ont trouvé pas de potentiel sur la commune. Après donc on a la méthanisation. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de potentiel sur la commune. Après on passe au réseau de chaleur. Alors là il y a un certain nombre de réseaux de chaleur qui ont été votés au dernier conseil métropolitain de jeudi et de vendredi dernier. Le Pèlerin n'est pas dedans, mais lorsqu'on sera un peu plus avancé sur notre affaire, bien évidemment, nous pourrons aller dans cette programmation de réseau de chaleur. Donc là, principalement, le réseau de chaleur, il est sur la nouvelle urbanisation qu'il y aura sur ce qu'on appelle les terrains de foot, avec le collège, les écoles, les habitations alentours. Après, nous avons donc le solaire en toiture. Donc là, c'est pareil, c'est le bourg, une grosse partie du bourg, pour ne pas dire tout le bourg, plus la zone de la Bréannerie qui a été fléchée par la métropole. Donc là, ils nous disent un réel potentiel qu'il convient de développer avec l'ensemble des acteurs, aussi bien publics que privés. Après, nous avons le solaire au sol ou les ombrières. Donc là, c'est pareil, c'est un réel potentiel. Donc toujours le même périmètre. Je rappelle, je crois qu'on avait parlé en commission sur les ombrières. Donc en ce qui concerne la commune du Pèlerin, là où on sera concerné, et c'est la loi, on sera obligé de faire, c'est au niveau du parking de Cassin. Voilà, donc on sera obligé de faire des ombrières. Après, je crois qu'il en reste plus. C'est fini.
Donc voilà, donc la concertation, vous avez bien noté les dates, une semaine avant, donc il y aura un petit rappel sur le site internet de la commune. Est-ce que vous avez des questionnements, Monsieur Labarge? Oui, j'ai profité de cette délibération pour aborder un sujet qui nous avait énormément préoccupé il y a un an, qui était la dépense énergétique de la commune. Deux choses. La première, c'est qu'un an après, de mémoire, on devait revoir les tarifs d'électricité. Je voulais savoir si les tarifs sont dorénavant connus pour les prochaines années. Alors, est-ce que c'est uniquement pour 2024 ou plusieurs années? Est-ce que vous pourrez nous dire cela, ainsi que le tarif à lequel ça a été souscrit? Et la deuxième chose, dans l'ambition qu'on s'était donnée à l'automne dernier, c'était de faire des économies. À l'époque, on parlait beaucoup d'économies. Alors, je vois qu'ici, dans cette salle, on doit en faire, parce que je vois un certain nombre de manteaux qui tombent, qui passent de la chaise sur les épaules des gens, donc il ne fait pas très chaud. Donc on doit faire des économies. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect humoristique de la chose, est-ce qu'on peut avoir sur cette année 2023 un bilan au regard de 2022 et des années précédentes, eh bien des économies que l'on a pu faire, et comment ça peut dans les prochaines années se traduire et s'accentuer? Monsieur Labarre, il n'y aura aucun problème. Nous allons. Excusez-moi, parce qu'au-delà des aspects énergie renouvelable et autres, ce qui est très bien, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. La première des meilleures des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein. Nous sommes d'accord. La preuve, vous voyez, là. Donc, effectivement, l'année dernière, on avait mis un plan de sobriété en place, qui est toujours en place, on peut le remarquer. Alors, même si on en parle moins dans la presse et dans les journaux télévisés, mais nous sommes bien conscients qu'il faut économiser l'énergie, aussi bien l'électricité que le gaz. Donc, on est protégé encore, je crois, c'est 2024 pour l'électricité, 2025 pour le gaz, tout en sachant qu'on aura quand même des augmentations, malgré qu'on soit protégé. Concernant le bilan que vous demandez, il n'y a aucun problème. On pourra même faire une réunion comme on avait fait pour vous présenter deux choses. Alors, un bilan chiffré, parce que maintenant, avec Hervé Sarrazin, là, qui est notre correspondant à la métropole, il pourra nous donner tous les chiffres. Et puis, je pense que ce qui sera très intéressant, c'est également toutes les interventions du service technique qui ont été réalisées sur cette année, pour remettre à niveau un petit peu l'ensemble des bâtiments et surtout la gestion des énergies. Donc il n'y a pas de problème, on fera ça. D'autres questions, Madame Paquet? Alors pour ma part, c'est un regret. Sincèrement, là, on nous présente une délibération qui va permettre aux pèlerinais de s'exprimer sur les modalités prévues. Il s'agit d'une consultation publique et malheureusement la commission développement durable n'a pas été, à ma connaissance, invitée à discuter et à échanger sur ce sujet. C'est dommage parce que nous, tout ce qu'on en est élus de la commune, on pourrait porter auprès des habitants la connaissance au-delà du conseil municipal, bien sûr, qui est très important, mais on pourrait porter individuellement auprès de nos voisins, auprès des gens que l'on croise, l'importance de ce sujet. Et ça passe aussi par les commissions, les moments où on a vraiment le temps d'échanger, d'étudier les dossiers qui nous sont présentés. Donc pour moi, là, il y a un loupé. C'est dommage, je le regrette. Là, c'est pas un bon point. Monsieur Moussu. Donc, moi, ça rejoint un petit peu l'histoire de la communication. Cette étude va peut-être pas forcément toucher les... Enfin, ça va toucher les gens qui vont vraiment s'intéresser au sujet.
Et donc, je me demandais quelle action vous alliez faire par rapport, alors je pense à Inter, qui a une surface assez conséquente et qui ne connaît pas forcément la loi et qui aura besoin d'être informé suffisamment tôt parce que ça sera un investissement pour eux, bien qu'il y aura des aides certainement. Mais voilà, il faudrait qu'ils ne soient pas pris au dépourvu et peut-être que ça serait bien que la municipalité aille vers eux et non pas attendre que eux aillent vers ce travail. Parce que c'est des gens qui sont certainement la tête dans le guidon et qui, s'ils ne sont pas spécialement intéressés par ça ou ne connaissent pas la loi, pourraient être embêtés. Voilà. La question est claire ? Alors, sur peut-être un rappel. Donc la transition, donc enfin les zones d'accélération des énergies renouvelables, pour l'instant, donc si je ne me trompe pas, sont réservées uniquement aux professionnels et à la commune. Donc pour l'instant, le particulier n'est pas inclus dans ce système. Ah bah, bien évidemment, à un moment donné, on a un droit d'information et on le fera. Ouais. L'intérêt de ça. Pour l'instant, ils nous disent que si on met des panneaux solaires ou autre chose, des ombrières, donc le prix de l'électricité sera racheté plus cher que le prix normal. Enfin, pour l'instant, il n'y a que ça de marqué, il n'y a pas de montant. Mais voilà. Mais effectivement, c'est un sujet important. Et bien évidemment, donc c'est pas qu'on essaiera, c'est on fera de la communication pour que les gens soient bien au courant de ça. Non, parce que en fait, si vous voulez, je pense que quand nous on va faire l'étude, c'est-à-dire que il faut pas attendre la date limite de la loi. Je pense qu'ils auront forcément tôt ou tard l'obligation de mettre des ombrières. Et peut-être pourront-ils profiter de l'étude que nous ferons pour Cassin. Peut-être qu'il pourrait y avoir des convergences techniques qui pourraient advenir, quoi. Donc aussi, ça serait une façon de les aider, d'être solidaires de nos commerçants indirectement, quoi. Hein. Ok, je prends bonne note, monsieur Boussy. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas... Donc le conseil municipal est invité à valider les modalités de concertation du public sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci, cette délibération est donc adoptée. Dernier point à l'ordre du jour. Le rapport annuel 2022 de Nantes Métropole Aménagement. Donc, voilà, le rapport est là, il est à votre disposition en mairie. J'ai sorti, je crois que c'est deux pages ou 3 pages. Donc, pour vous présenter tout d'abord Nantes Métropole Aménagement. Donc c'est le nombre de salariés, il y a, bon, allez, on va dire 48 salariés. La présidente, c'est Madame Delphine Bonamy. Le directeur général, c'est Assam Bouflim. Et le censeur de la ville du Pèlerin, c'est moi-même. C'est-à-dire que quand on dit censeur, hein, c'est je ne touche pas de jetons et ma voix sert à rien. Je suis là pour écouter et c'est tout, que les choses soient claires. Mais des fois, c'est intéressant. Voilà. Donc, Madame Bonamy, je l'ai rencontrée, c'était vendredi, pour lui soumettre justement l'implantation d'une entreprise dans la Brennerie. Après, c'est la même chose, ça. Après, donc, dans tout ce rapport, il n'y a qu'une seule page qui concerne la commune du Pèlerin, et c'est souvent la même chose depuis déjà pas mal de temps. C'est la ZAC de la Brennerie, donc une opération confiée par Nantes Métropole le 4 juillet 2005, vous voyez que ça date un peu. L'échéance envisagée 31 décembre 2025, je l'espère aussi. Une opération à 2 millions d'euros, on est à 81%.
Dépenses de l'année 2022, 26 000 euros. Recettes de l'année, 0, voilà. En 2022, ont été réalisées donc la finalisation des études environnementales de la tranche 3. Vous vous rappelez, c'est toute la grande partie. Et une fois qu'ils ont fait les études environnementales, donc de 6 hectares, nous sommes tombés à 1,5 hectare. La définition des conditions de lancement opérationnel de la tranche 3, donc ce qui est fait. En 2023, donc, il est prévu la remise des ouvrages des tranches 1 et 2 à la collectivité. Ça, c'est pas fait. La mise à jour des études de viabilisation de la tranche 3 remaniée, ça, c'est pas fait. La mise à jour des dossiers environnementaux, donc ça, c'est fait par contre. Donc en fait, ce qui va se passer sur cette tranche 3, donc il n'y a qu'une seule nous avons souhaité que ce soit qu'une seule entreprise, je crois que je l'ai dit, hein, une entreprise de 55 salariés qui est pour l'instant dans le Pays de Ré, qui souhaite se rapprocher de la métropole parce qu'il travaille beaucoup avec la métropole sur donc 55 salariés. S'il venait au Pèlerin, il y aurait entre 10 et 15 embauches donc supplémentaires. Donc j'ai dealé avec les deux dirigeants pour qu'il y ait un job dating spécial Pèlerin en fonction des profils. Si des profils pèlerinés se proposent et sont acceptés, ben, ça serait quand même pas mal. Donc voilà, alors j'ai rencontré, comme je dis, Madame Bonamy et également Fabrice Roussel, qui est le vice-président en charge de l'économie, pour lui dire l'importance de ce projet pour la commune du Pèlerin. Avez-vous des questions sur ce rapport de Nantes Métropole Aménagement? Donc je crois qu'il faut en prendre acte simplement. Ouais, c'est ça. Donc très bien, donc nous prenons acte de ce rapport. Nous allons passer maintenant aux questions orales. Donc il y en a 2 pour AEP, 2 pour Nouvel Élan qui nous ont été envoyés. On va commencer, si vous le voulez, par AEP. C'est la première qui est devant moi. Donc, voilà, à vous. Pouvez-vous intervenir auprès du département pour rectifier l'angle de la caméra du bac afin de permettre de nouveau aux pèlerinais de voir la file d'attente côté pèlerin? Alors, donc j'ai été à l'Assemblée générale des usagers du bac de Loire qui s'est déroulée à Indre le 7 novembre. Donc cette question a été posée. La réponse qui a été faite par le directeur des bacs de Loire, donc qui est en charge de la signalisation avec le département, parce que c'est le département quand même qui fait. Donc ils vont changer un petit peu l'axe de ces caméras. Ce qui a été dit, c'est qu'ils ne voient pas l'utilité de filmer les fils du bac, aussi bien au Pèlerin qu'à Couéron, mais plutôt de montrer l'évolution du bac. C'est-à-dire que les gens, apparemment, ont plus besoin de savoir si le bac est en fonction plutôt que la file. Comment? Voilà, non mais... Il y a des fois, il y a un choix stratégique à faire entre je prends le bac ou je le prends pas. Et donc ça, c'est la réponse qui a été faite. Maintenant, c'est parce que la réponse a été faite que le département va valider. Les choses soient d'accord. Mais c'était la demande des usagers des bacs. Donc voilà. Autrement, si on parle du bac, vous avez dû le voir qu'à partir du 1er janvier, donc, les horaires indrettes ont été modifiés. C'est toutes les 20 minutes, comme au Pèlerin. À partir du 1er janvier, qu'ils vont revoir, justement, pour l'instant, il y a que quand il y a qu'un site pour les bacs de Loire, à savoir s'ils fonctionnent ou pas, et il l'intégrerait dans Nantes dans ma poche, de façon à ce que tout le monde puisse l'avoir. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant sur les 2 bacs, l'Olaï du Mai, vous avez donc, quand vous embarquez la file de droite, vous avez un endroit réservé pour les vélos, où on peut mettre une vingtaine de vélos. Donc c'est ce qui avait été demandé également. Et pour information, 1 heure de bac, c'est 80 litres de fioul. Voilà.
C'est ce qui a été demandé aussi. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Question donc de Nouvel Élan. Ce sera moi. Alors, plusieurs parents nous ont alertés sur leurs difficultés à obtenir des places au centre de loisirs, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il n'y a pas de liste d'attente, beaucoup renoncent et se trouvent face à des difficultés importantes pour trouver une solution de garde. Devant cette situation, avez-vous une estimation du nombre de familles concernées et comptez-vous ouvrir de nouvelles places en réponse à ces demandes? C'est Madame Mériadec qui va vous répondre. Donc, quelques précisions quant au mode de réservation. Jusqu'en 2021-2022, le nombre de places a toujours été suffisant jusque-là. En 2022-2023, on a eu une augmentation conséquente des réservations qui nous contraignait à adapter nos recrutements au fur et à mesure des inscriptions. Compte tenu des difficultés de recruter ce type de personnes, c'était toujours compliqué d'une vacances sur l'autre. Donc, on a décidé de mettre en place un nouveau système où on a fixé des quotas, c'est-à-dire qu'on a 50 places en maternelle et en élémentaire les mercredis, 36 places en élémentaire et 32 en maternelle pendant les vacances. L'ouverture des réservations se fait en septembre pour les vacances de la Toussaint, novembre pour les vacances de Noël, etc. Dès l'ouverture des inscriptions, les parents se précipitent pour inscrire leurs enfants. Ils bloquent les 15 jours et après, au fur et à mesure où chacun reçoit son planning, on a des désinscriptions qui se font. Jusque-là, les remontées qu'on a, c'est que les services n'ont jamais été pleins. Il a toujours resté des places. Mais comme les parents se désinscrivent et les autres ne vont pas systématiquement revoir parce qu'il n'y a pas de système d'attente sur notre logiciel, ils ne le savent pas forcément, effectivement. Et puis, les parents se désinscrivent 10 jours avant et pas forcément 3 semaines avant. On a besoin de s'organiser pour les autres. Donc, on travaille actuellement à une modification du système de réservation et d'annulation pour améliorer ça. Mais on ne va pas augmenter le nombre de places proposées parce que, je vous répète, elles ne sont pas toutes utilisées actuellement. Voilà. Très bien. Seconde question d'AEP. Avec la construction de nouveaux logements en cours, dont le plan de mixité sociale dont on a parlé sur un précédent conseil municipal, les besoins en infrastructure et services vont augmenter, école, mode de garde. Comment comptez-vous anticiper ces nouveaux besoins? Donc là, c'est une réponse à 2 voix faite par Brigitte Doucet et Cécile Mériadec. Alors, lors du dernier conseil municipal, c'était l'occasion d'une décision du maire qui donc nous informait de la signature d'un avenant avec notre prestataire de l'étude urbaine que l'on a sollicité justement pour élaborer une stratégie bâtimentaire autour du site de Villeneuve, en fait, pour effectivement accroître notre capacité d'accueil et et améliorer nos services. Je passe la parole à Cécile. Pour compléter, une opération au niveau de Villeneuve, c'est une opération d'envergure qui a un coût et qui nous appartient d'étudier et de budgétiser pour les années à venir. Pour l'instant, on reste pas sans rien faire. Actuellement, nous sommes en train de travailler à la réhabilitation du périscolaire et de la LSH de l'Ermitage pour un confort pour les enfants, augmenter le nombre de places et un confort également pour les gens qui les encadrent. Une dernière information, actuellement, on n'est pas dans une dynamique d'augmentation des enfants, on est même en contrôle, surveillance accrue pour ne pas fermer de classe, et ce, dans nos 3 écoles. Donc, je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour... voilà. Très bien. Dernière question de Nouvel Élan. Alors, le décret 2023-1006 du 31 octobre 2023 permet aux collectivités territoriales la mise en place d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour soutenir les agents de la fonction publique. Comptez-vous la mettre en place? Je vous remercie de me poser la question, Madame Paquet. Donc la commune avait effectivement la possibilité d'instaurer le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2023
d'un montant compris entre 300 et 800 euros à destination des agents communaux dont le revenu annuel brut est inférieur à 39 000 euros. Une cinquantaine d'agents pouvant en bénéficier, le coût pour la collectivité aurait été compris entre 15 000 et 40 000 euros en fonction du montant de la prime retenue. Cette prime n'étant versée qu'une seule fois, la collectivité a préféré poursuivre sa démarche de revalorisation progressive du régime indemnitaire entamée maintenant depuis 2022. Ainsi, alors qu'en 2021, un grand nombre d'agents bénéficiaient d'un régime indemnitaire mensuel autour de 60 euros, ce dernier a été porté à 100 euros en 2022, 160 euros en 2023 et atteindra le socle de 200 euros en 2024. Parallèlement, un travail de cotation des postes va être réalisé courant premier semestre 2024 dans un objectif de revalorisation et d'harmonisation du régime indemnitaire. Certains agents bénéficieront ainsi d'une revalorisation de leur régime indemnitaire au-delà de ce socle de 200 euros. Pour information, un certain nombre d'agents bénéficient déjà d'un régime indemnitaire supérieur à ce montant minimum. Pour conclure, on préfère jouer dans la durée que faire un one-shot. Voilà. J'espère que vous l'avez bien compris. Très bien, écoutez, les questions orales, il n'y en a plus. Le conseil est terminé. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et nous nous reverrons le lundi 5 février 2024 et non pas 2023 comme c'est indiqué. Voilà.